Bonjour à tous et bienvenue en fait à cette 16e édition du Midi Recherche. Donc, pour expliquer là, légèrement l'idée, en fait, le concept, c'est que c'est 10 minutes chaque présentation pour 3 présentations. Donc, ça va aller assez vite. Mais en fait, c'est tous des présentations qui ont en lien avec les publics de la culture. Donc, en premier lieu, pour la programmation, Charlotte Samain de l'Université du Québec à Trois-Rivières va nous présenter l'apprentissage de la justification et le développement de la pensée critique ancrée dans la culture. Ensuite, Vicky Montembeault de l'Université du Québec à Trois-Rivières également nous présentera des stratégies de formation pour soutenir le développement de la compétence culturelle des futurs enseignants et enseignantes de français. Et Luc Drapeau, finalement, toujours de l'Université du Québec à Trois-Rivières, nous présentera la Tresse, un dispositif visant à revaloriser la dimension créative de la musique en suscitant l'engagement des publics. Donc, j'invite Charlotte Samain, en fait, à se préparer en même temps que je la présente. Donc, Charlotte Samain est une étudiante belge qui est arrivée à l'UQTR pour la session d'hiver 2022 dans le cadre d'une mobilité internationale, échange avec la Haute École Galilée ISBG, et a effectué son stage de fin d'études au Québec à l'École des pionniers. Elle est aujourd'hui diplômée avec grande distinction en tant qu'enseignante de français au secondaire et suite à la proposition de Marie-Hélène Forget, professeure au département des sciences de l'éducation, elle poursuit sa maîtrise à l'UQTR et a intégré son équipe de recherche. C'est donc dans le cadre de son inscription à la maîtrise en éducation et en didactique qu'elle a commencé ses recherches sur l'enseignement de la justification et le développement de la pensée critique des élèves dans une approche culturelle et contribué à celle de Marie-Hélène Forget. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis une étudiante belge qui a fait mes études à l'UQTR et je viens vous présenter un petit peu mes recherches par rapport à l'apprentissage de la justification et le développement de la pensée critique, le tout ancré dans la culture. Je vais commencer par vous expliquer un peu la démarche dans laquelle on s'est inscrite avec Marie-Hélène par rapport à ce sujet-là. En fait, on était en train de créer un dispositif didactique pour enseigner l'écriture de la justification au premier cycle du secondaire. Et on était en 2022 et on était vraiment dans cette démarche-là avec Marie-Hélène Forget où on cherchait des pistes d'activité, on était vraiment ouverte à beaucoup de propositions. Et on a été notamment à la QPF de 2022, où on a assisté à la conférence d'ouverture d'Olivier de Zutter, durant laquelle il a parlé du sujet de la chanson de l'année qui avait été le prix de la chanson de l'année de la DIC qui avait été donné cette année-là, le prix à Fouki et J. Scott. Et il en avait fait un peu un espèce de discours aussi en disant que c'était interpellant par rapport au phénomène des anglicismes présents dans cette chanson. Et ça nous avait fortement interpellés. Et de là, en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas créer nous-mêmes une activité sur la chanson québécoise de l'année dans le cadre du dispositif didactique qu'on était en train de créer. Et c'est notamment cette activité et les résultats de recherche par rapport à cette activité que je viens vous présenter aujourd'hui. Donc d'abord, par rapport à la mission culturelle de l'école et le rôle que les professeurs de français en spécifique ont à y jouer, je voulais dire un petit mot par rapport à ça. En fait, souvent, la justification, elle est très souvent enseignée par les enseignants de français, pas dans une approche textuelle. C'est-à-dire qu'on va vouloir vraiment regarder les phénomènes langagiers, quel procédé langagier on doit utiliser pour justifier, alors que nous, on voulait s'ancrer dans une approche beaucoup plus culturelle. Et donc, on a privilégié le fait de mettre l'élève en contact avec la culture francophone, dans laquelle on va intégrer en fait des contenus culturels qui sont signifiants à l'enseignement des diverses matières. Donc ici, pour nous, le français et donc plus précisément la justification. Donc, on va avoir une dimension littéraire, mais on va aussi avoir plein d'autres apprentissages grâce à l'approche culturelle. Donc voilà l'activité enseigner la justification dans une approche culturelle avec un exemple concret. D'abord, il y a une petite clarification qui est toujours à faire. Ici, on est dans l'enseignement de la justification et pas de l'argumentation. Donc, j'ai fait un petit tableau récapitulatif pour qu'on soit bien d'accord que la justification, c'est pas obtenir l'adhésion, c'est pas convaincre les gens, c'est simplement faire valoir la légitimité de notre propos, de notre opinion, de notre position. Donc, ça revient en fait à dire voici pourquoi j'affirme ceci. Alors que quand on argumente, on va dire voilà pourquoi vous devriez être d'accord avec moi et rejoindre ma position. C'est donc justifier un point de vue subjectif, alors qu'argumenter, c'est un point de vue très engagé.
Quand on justifie, on utilise des raisons, alors que pour argumenter, on utilise des arguments et des contre-arguments. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler à partir de la DISC? D'abord parce que les repères culturels, c'est tout ce qui porte sur la langue. Enfin, dans les repères culturels, pardon, il y a plein d'éléments de langue et tout ce qui porte sur la langue, forcément, ça appartient notamment aux professeurs de français. Donc, le filon de la chanson francophone, il est forcément excellent. Ensuite, la DISC, quand on l'aborde en classe, il y a plusieurs angles qui peuvent être super intéressants. D'abord, il y a un constat qui est fait par pas mal d'articles qui sont parus notamment dans Le Devoir, qui montrent en fait qu'on n'écoute plus trop de chansons francophones, en tout cas de moins en moins. Donc c'est un phénomène dont on pourrait discuter avec les élèves. On pourrait aussi discuter avec eux de la variété des langues dans les chansons. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle du franglais, donc de mélange de langues dans des chansons, ou même avec de l'espagnol, par exemple. Et on pourrait enfin discuter aussi des catégories de prix que la DISC donne et remet chaque année. Il y a l'artiste de l'année, mais donc on a dégenré le prix artiste de l'année. Avant, c'était est-ce qu'on devrait mettre artiste féminin de l'année, artiste masculin de l'année? C'est un débat qu'on pourrait avoir avec les élèves. Il y a aussi la question de l'artiste autochtone de l'année. Tout ça sont des sujets qui sont tout à fait pertinents et des sujets culturels qu'on pourrait aborder avec les élèves. Ensuite, la DISC, c'est aussi se rapprocher de la culture première des élèves, puisque la plupart d'entre eux écoutent de la musique, et donc c'est aussi s'intéresser à leur culture première, à ce que eux écoutent à la maison ou pas, et pourquoi pas un petit peu piquer leur curiosité sur des genres qu'ils auraient moins l'habitude d'écouter. En plus de ça, c'est un sujet d'actualité, puisque c'est annuel, les remises de prix de la DISC, et donc forcément, chaque année, on pourrait réutiliser ce sujet-là avec les élèves. Alors, comment est-ce qu'on a créé cette activité? On a commencé par simplement faire écouter la chanson Copilote de Fouki et Jay Scott aux élèves et on a accompagné l'écoute de la projection des paroles. Voilà, malheureusement, on n'a pas le temps de l'écouter ou de lire toutes les paroles, mais donc c'est ce qu'on avait fait. Et suite à cette écoute et à la lecture des paroles en simultané, on a demandé aux élèves ce qu'ils pensaient de cette chanson et de rédiger un commentaire de minimum 150 mots à propos de cette chanson-là. Une fois que ça a été fait, on a donné aux élèves une série d'énoncés. Donc, voici des exemples. Dans ces énoncés, il y avait des exemples oui et des exemples non. Les exemples oui correspondent à des commentaires littéraires qui sont parfaits d'un point de vue des contenus de la langue à étudier en français. Ça veut dire que ce sont des exemples parfaits tels que eux devraient écrire en fait au final. Okay, ça reprend toutes les caractéristiques du commentaire littéraire. Voici un exemple, oui, avec un code couleur où on retrouve chaque fois les différentes caractéristiques. On retrouve un avis, des connecteurs, des critères, etc. Ensuite, ils avaient aussi des exemples non, comme ceci, où c'est à nouveau le même sujet, c'est le sujet sur une chanson, un commentaire sur une chanson, mais on ne le considère pas comme un commentaire littéraire parce qu'il n'est pas complet, parce qu'il est hors sujet ou il traite d'autre chose. Et donc, les élèves étaient amenés à trier ces énoncés en bons exemples d'un côté et mauvais exemples de l'autre. Avant d'arriver à ça, certains enseignants, si ils estimaient que leurs élèves avaient plus de difficultés, pouvaient préparer à cette tâche-là en leur montrant à l'avance des exemples oui et non et de déjà identifier des critères de sélection avec eux de ce que c'est un bon ou un mauvais commentaire littéraire. Comme ça, ils étaient un petit peu moins perdus dans la tâche. Mais ça, c'était au choix de l'enseignant. Ensuite, ce qu'on faisait, c'était qu'on demandait à l'enseignant de présenter aux élèves les critères de la DISC. C'est-à-dire qu'on se pose la question de, en fait, comment est-ce que la DISC choisit de décerner ce prix-là à tel artiste ou à telle chanson. Et donc, on a été reprendre les critères d'évaluation de la DISC sur le site. Et donc, on retrouve les points ici que vous voyez à l'écran, donc la qualité artistique, la qualité de l'interprétation, la notoriété, reconnaissance, ainsi que l'impact au Québec. Et on demandait ensuite aux élèves si, au regard des critères de la DISC, est-ce que Copilote, qu'on a écouté tout à l'heure, méritait-elle ou non de remporter le titre de chanson de l'année 2022 et pourquoi? Là, c'était vraiment une partie plus orale. Et c'était très intéressant parce que, je peux déjà vous le dire, ça a créé un grand débat dans la classe de savoir si directement des élèves ont soulevé le nombre important d'anglicismes dans la chanson, et alors que d'autres disaient que ça ne les dérangeait pas et que ça n'empêchait pas qu'il y avait eu un certain impact dans le Québec et une certaine notoriété de la chanson. Donc c'était intéressant parce qu'on avait directement les deux pôles justement qui se distinguaient au sein des classes. On demande ensuite aux élèves s'ils rajouteraient, ils enlèveraient des critères de sélection. Enfin, la tâche 3,
on demandait aux élèves de revenir sur leur fameuse première production où ils ont rédigé leurs commentaires sur la chanson, copilote, et donc de relire ce commentaire, mais pas le leur, celui de leur voisin, pour voir si ce qu'ils ont rédigé, est-ce que ça correspondait à un bon exemple de commentaire littéraire ou un mauvais, ou un moyennement, un partiellement oui, et pourquoi. Donc, par exemple, si un élève, en lisant le commentaire de son voisin, voyait qu'il manquait des connecteurs ou qu'il manquait des critères, qu'il n'y avait pas d'exemple ou des choses comme ça, il lui écrivait sur sa première production pour qu'ensuite chacun puisse revenir sur leur première tâche et rédiger leur commentaire, on va dire, final. Il reste Tout 2 ça, minutes. pardon? Il reste 2 minutes. Oui, c'est parfait. Tout ça, c'est quand même une super belle occasion de développer la pensée critique de nos élèves. J'ai repris ici le référentiel de compétences professionnelles. On voit qu'en fait, grâce à cette activité, on est quand même venu susciter chez les élèves de l'esprit critique, puisqu'on a amené des discussions de fond sur un élément culturel qui, pour certains, était d'ailleurs déjà faisait partie de leur culture première. Il y a des élèves qui connaissaient super bien cette chanson-là. On a essayé de mettre un petit peu de distance avec tout ça, de susciter de la réflexivité sur l'objet culturel. On a amené les élèves à expliciter, à justifier leur représentation, ici surtout leur goût en matière de culture, donc leur goût par rapport à cette musique. On a encouragé, ou en tout cas on a essayé d'encourager un dialogue qui était ouvert et critique entre la culture des jeunes et la culture transmise, non pas à l'école ici, mais plutôt, on va dire, dans la culture populaire, notamment avec la disque. On a essayé de porter un regard critique sur nos propres origines, nos pratiques culturelles, et le tout, et on n'a pas collaboré pardon, avec la communauté organismes culturels, mais on l'a suscité, on l'a nommé. Donc ici, c'était la disque. Donc en fait, tout ça, ça nous a montré que l'apprentissage de la justification et aussi de l'argumentation pour le cycle supérieur, ce sont des terrains qui sont fertiles pour essayer en tout cas de développer la pensée critique des élèves. Parce qu'en fait, les contenus à apprendre sont assez similaires. On utilise des critères, on prend en compte le contexte dans lequel on s'exprime, on écrit, on regarde les sources d'information. Ici, notre source d'information, c'était la disque et les critères qu'elle appliquait pour la remise du prix. On utilise des raisons, et tout ça dans le but de rendre un jugement critique, où ici c'était plutôt un commentaire littéraire, mais le but était de donner en tout cas une opinion justifiée et fondée sur un objet culturel. Et en fait, ce qui est génial quand on va voir dans les productions des élèves, qu'on regarde leur première production et leur commentaire littéraire final, eh ben, on se rend compte que déjà il y a eu une évolution au niveau de la qualité des procédés langagiers. Donc on a bien travaillé sur la langue. Et surtout, vu que j'ai observé moi-même l'activité en classe quand on filmait, c'est moi qui allais dans les classes, c'était incroyable de voir à quel point cette activité-là en particulier, qui était la seule où on utilisait vraiment un objet culturel dès le départ, cette activité a suscité énormément de motivation chez les élèves, beaucoup plus que toutes les autres qu'on a pu faire et créer. Et donc ça, c'était vraiment incroyable de voir à quel point, en choisissant le bon élément culturel, eh bien, en fait, la motivation des élèves est augmentée et leur travail, du coup, est beaucoup plus efficace et leur progression est beaucoup plus facile à observer que dans des activités où on ne suscite pas, on ne fait pas appel à un objet culturel. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Voici quelques sources. Voilà. Merci. 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 Merci beaucoup, Charlotte. Donc, j'inviterai les participants, en fait, là, à poser des questions, à lever la main s'ils ont des questions. Ben moi, en fait, là, c'est plutôt un commentaire qu'une question, mais je trouve ça super intéressant, vraiment, l'idée que ça fasse un pont, en fait, entre les organismes culturels, même s'ils ne sont pas directement euh, non, ils sont pas vraiment dans la participation, là. Mais je trouvais ça super intéressant aussi de faire le point à briser aussi la question tu sais, de la langue académique pour susciter un petit peu l'attention des élèves, là. Je trouvais ça super intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être, oui, j'en aurais peut-être une, moi, Oui. de mon côté. Est-ce qu'il y avait aussi, durant la discussion qui s'est déroulée avec les étudiants, est-ce qu'il y avait des éléments sur les registres linguistiques, par exemple? Sur le fait que dans certains registres linguistiques, il y a des choses qui peuvent se dire de manière plus habituelle, puis dans d'autres, c'est un peu moins fréquent.
En fait, oui, ça a fait l'objet d'une autre activité qu'on a créée dans le dispositif sur les registres de langue et justement le fait qu'on ne s'exprime pas de la même façon dans tous les contextes, mais ça a été travaillé dans une activité qui est distincte de celle-ci. Mais pendant cette activité-là, la question des registres a pas beaucoup été évoquée. Ce qui était surtout évoqué, c'était les anglicismes et le fait qu'il y avait des répétitions. Il y a beaucoup d'élèves, par exemple, qui disaient oui, mais ça se voit qu'il n'était pas très inspiré pour les paroles parce qu'à la fin, il répète tout le temps la même chose et il fait comme ça, mais il n'y a plus de paroles. Donc ça, c'est les deux éléments que ceux qui n'aimaient pas la chanson sur lesquels ils revenaient sans cesse. Mais la question des registres de langue a été traitée dans une autre activité et de mémoire, en tout cas pendant le cours, les élèves n'y ont pas fait référence directement, en tout cas. Mais la question des anglicismes est ressortie assez fortement, non? Oui, c'était incroyable. Moi, surtout en tant que non-québécoise, chez nous, la question des anglicismes, elle n'est pas aussi importante que chez vous du tout. Et donc, c'était hyper impressionnant pour moi, en tant que Belge, de voir que des élèves de 14 ans soient sensibles à ce point-là, à la présence d'anglicisme dans une chanson. Moi, je pensais que c'était une préoccupation plutôt d'adultes, ou en tout cas de jeunes adultes, on va dire, mais que ça les touche à ce point-là, à cet âge-là. Ça m'a vraiment, vraiment étonnée, mais hyper positivement, parce que ça se voyait que ça les tenait à cœur. C'était un vrai sujet de conversation pour eux. Et il y en a qui n'étaient pas d'accord, mais c'était impressionnant de voir à quel point c'est sorti spontanément, quoi. Le phénomène, juste simplement pour un élément d'explication, justement, le phénomène a été expliqué sur le plan littéraire par Lise Gauvin qui parle de la surconscience linguistique des Québécois, qui ont tendance à faire à la fois de la surconnexion linguistique et donc d'être particulièrement sensible aux anglicismes en particulier, et même de voir des anglicismes quand il n'y en a pas. Donc, le phénomène est lié, je pense, à des analyses postcoloniales en particulier qui montrent que dans des sociétés postcoloniales, ces traits-là de surconscience linguistique sont un petit peu plus développés. Mais c'était dans quelle région que l'étude a eu lieu? C'était à Longueuil. Pour cette activité-là, on l'a fait dans une école à Longueuil, oui. OK. Oui, je pense que c'est... de toute façon, je pense que c'est répandu sur l'ensemble du territoire. Mais t'as bien fait ça, Charlie. Oui, t'as fait ça de façon très synthétique, là, vraiment une synthèse très, très efficace. Merci. Oui, je veux vraiment relever là, ta grande compétence en communication, autant sur le support visuel que sur ta façon de présenter verbalement le contenu. Tu es très, très efficace. C'est vraiment très dommage qu'on ne fasse pas de soutenance de nos mémoires parce que tu serais vraiment... ouais. Bref, c'est une autre... je voulais simplement peut-être relever le fait que tu as beaucoup remarqué l'intérêt des élèves lorsque on utilise des objets culturels qui les touchent, qui sont ancrés ou près de leur culture première, et que ce sont aussi des belles occasions pour l'éducation à la culture. C'est une très, très belle occasion parce que il y a là une occasion de leur faire connaître la DISC, ce qui est quand même une institution culturelle très importante ici au Québec. Donc, il y a comme une occasion d'aller beaucoup plus loin que seulement analyser une chanson, mais aussi de nourrir nos élèves de tous ces objets, institutions, acteurs et pratiques culturelles du Québec. Donc, je pense qu'on a misé, on est tombé pile sur le plan stratégique. Là, je pense qu'on a marqué des points avec cette belle activité, vraiment. Oui, merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, en fait, je vais à l'instant tendre la main, en fait, vers Vicky Montembeault. Donc, je vais la présenter à l'instant pendant qu'elle se prépare. Donc, Vicky Montembeault est docteur en lettres et ses intérêts de recherche en littérature s'inscrivent principalement dans le champ des études sur l'imaginaire et de la mythocritique. Ses travaux sur la violence et le sacré
La folie et la question des origines sont de plus en plus reconnues par la communauté scientifique. Depuis 2012, elle a participé à plusieurs colloques, conférences et journées d'études afin de partager le résultat de ses recherches. Certaines de ses analyses ont également été publiées au Québec, en Grèce, en Espagne et en Pologne dans des revues spécialisées en études symboliques. Vicky enseigne le français et la littérature depuis 2003 au niveau secondaire et au niveau collégial, et depuis 2016, elle est chargée de cours au département de lettres et communication sociale de l'UQTR. Au fil des ans, elle a travaillé avec une multitude de groupes, classes allophones, multiniveaux, à besoins particuliers, élèves présentant des troubles d'apprentissage et de comportement, et elle a ainsi développé un intérêt marqué pour les questions pédagogiques et didactiques. Enfin, depuis l'automne 2022, elle est stagiaire postdoctorale au département des sciences de l'éducation et a intégré l'équipe de recherche de Marie-Hélène Forget. Le projet est de soutenir le développement de la compétence culturelle des futurs enseignants de français au secondaire et lui permet de combiner ces deux champs de prédilection, soit la culture et la didactique. Bonjour tout le monde, merci pour cette belle invitation. L'objectif que je me suis fixé pour cette courte présentation, c'est de dégager les principales idées qui structurent le projet de recherche dans lequel je m'implique depuis 2022, donc depuis presque 2 ans déjà. Donc, je vais dans un premier temps définir le contexte d'émergence du projet. Pardon? OK. Je vais définir le contexte d'émergence du projet pour ensuite synthétiser les grandes étapes qui ont été réalisées jusqu'à maintenant. Donc, comme Roxane le disait, le projet s'intitule « Soutenir le développement de la compétence culturelle des futurs enseignants de français ». C'est une initiative de Marie-Hélène Forget, qui est professeure de didactique ici à Trois-Rivières, au département des sciences de l'éducation. Et on pourrait se demander pourquoi un tel projet de recherche. Et je laisse quelques secondes la question en suspens pour faire un petit détour, moi aussi, par le référentiel de compétences de 2020, où on demande aux étudiants, entre autres de secondaire, d'agir en tant que médiateurs, médiatrices d'éléments de culture, agir en tant que professionnels cultivés, interprètes, médiateurs et critiques d'éléments de culture dans l'exercice. On a un public. On a tout un public. Marie-Hélène, est-ce que tu pourrais te fermer ton micro, s'il te plaît? Ah. Merci beaucoup. Les joies du direct. Oui. Alors, la compétence est ensuite déclinée en 8 dimensions et sans les lire l'une après l'autre, je pourrais peut-être simplement résumer quelques points importants. Alors, non seulement on demande aux enseignants de maîtriser leur programme de formation et leur contenu disciplinaire, mais on leur demande aussi de faire les liens avec d'autres disciplines enseignées aux élèves, toujours pour tisser des liens, donner du sens à leur apprentissage. On demande aux enseignants aussi d'adopter une posture réflexive et critique par rapport à leur propre pratique culturelle, mais aussi veiller à son développement chez les étudiants. On doit travailler également à aménager la classe en un lieu qui met en valeur la culture. On doit très bien connaître les ressources des milieux culturels et collaborer avec elles. Et évidemment, toutes ces actions doivent être déployées dans une optique d'échange, dans une optique de dialogue entre la culture des élèves et celle qu'on lui enseigne à l'école. Alors, je reviens à ma question. Pourquoi un tel projet de recherche? Bien, les formateurs universitaires le remarquent sur le terrain. Les futurs enseignants l'avouent eux-mêmes. Ils ne se sentent pas prêts à jouer pleinement le rôle de médiateur. Et même pour reprendre les termes exacts des étudiants interrogés dans le cadre du projet l'année passée, dans les meilleurs des cas, au terme de la formation initiale, ils se sentent à moitié prêts. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène, notamment le fait que formation initiale et didactique elles-mêmes soutiennent à un degré variable la compétence culturelle. Donc, quand c'est fait, c'est souvent de façon inégale d'un professeur à l'autre, d'un cours à l'autre. Autre élément, c'est que les formations disciplinaires et didactiques, encore aujourd'hui, demeurent extrêmement cloisonnées, séparées, c'est-à-dire qu'on n'a pas de véritable culture de communication ou de collaboration entre les différents départements. Et malheureusement, il y a encore très peu de contacts structurants, signifiants
avec les étudiants et les différents milieux culturels. Alors, c'est pour travailler sur tous ces défis que Marie-Hélène s'est entourée d'une équipe dont l'interdisciplinarité est l'une de ses grandes forces et une caractéristique, à mon avis, indispensable pour mener à bien un tel projet et vraiment venir faire réellement changer les pratiques. À la tête du projet, on l'a dit, Marie-Hélène du département des sciences de l'éducation, mais aussi Marie-Claude Larouche, une incontournable ici en matière de culture, également des sciences de l'éducation. Mais nous avons également Anne-Sophie Bally et Mélodie Simard-Houd du département de lettres et de communication, spécialistes respectivement Anne-Sophie de la linguistique et Mélodie du secteur plus littéraire. Et finalement, moi-même, qui relève d'une double appartenance parce que j'enseigne comme chargée de cours au département de lettres, mais je coordonne au département des sciences de l'éducation le projet sur la compétence culturelle en tant que stagiaire postdoctorale. Puisqu'il s'agit d'un projet de recherche-développement, on a des objectifs bien distincts. Donc, au niveau de la recherche, on veut vraiment venir identifier les conditions didactiques qui seraient favorables pour soutenir le développement de la compétence culturelle, mais aussi venir élaborer des stratégies de formation qui soient efficaces pour les différents formateurs, ce qui recoupe un peu notre objectif de développement qui vise, quant à lui, la production d'un guide de stratégie de formation qui va être destiné aux formateurs eux-mêmes. Alors, pour mener à bien notre projet, on s'est donné 5 phases bien distinctes, soit la phase d'exploration, de structuration, de développement, d'amélioration et de diffusion. La phase d'exploration s'est déroulée essentiellement l'année dernière, donc de l'automne 2022 à l'été 2023 et a pris la forme de différents groupes de rencontres et de discussions sur la compétence culturelle avec des formateurs, donc chargés de cours, professeurs des différents départements, mais aussi des acteurs du milieu culturel et scolaire. Marie-Hélène avait présenté nos premiers résultats de recherche à la session dernière, donc pour l'instant, je ne m'y attarde pas, mais on pourrait très bien revenir là dans la période de questions au besoin. J'ajouterais simplement qu'en parallèle au groupe de discussion, on a aussi mené toute une recension dans les écrits scientifiques spécialisés en éducation pour venir voir s'il y avait des moyens concrets qui visaient là, vraiment pour stimuler le développement de la compétence culturelle chez les étudiants. Donc, je vous dirais qu'il y a une centaine d'articles qui ont été épluchés, analysés, recoupés. Donc, à terme, on a regroupé une dizaine de moyens qu'on est venu présenter lors de la rencontre 4 à notre groupe de discussion, notre groupe de participants, pour voir ce qu'ils en pensaient. Et on s'est installé tranquillement de cette façon-là dans la phase 2 du projet, donc la phase de structuration. Parmi les moyens qu'on a décidé de retenir, on est vraiment venu séparer ce qui nous semblait relever davantage d'une pratique pédagogique, d'approche pédagogique, versus des moyens beaucoup plus concrets, des outils plus concrets qu'on a mis sous la dénomination des activités pédagogiques. Dans les pratiques, ce qui a retenu notre attention, c'est tout ce qui touche la posture réflexive, la différenciation pédagogique, l'approche culturelle, le rapport à la culture et le référentiel en éducation artistique et à la culture. Parmi les activités plus concrètes, tout ce qui touche de près ou de loin aux journaux de bord, les réseaux littéraires, les cercles de lecture, les APSP, donc les apprentissages par situation professionnelle, et les interventions des personnes du milieu culturel en classe, ainsi que la participation à des événements culturels. Et à l'hiver 2024, nous sommes quelques enseignants et quelques professeurs et chargés de cours qui avons voulu mettre à l'épreuve certains de ces outils et les données issues de ces analyses vont être particulièrement utiles pour nous. Toutes ces premières mises à l'essai vont nous permettre en fait de préciser les critères définitoires des stratégies qu'on souhaite inclure dans le guide de formation, puisqu'on travaille actuellement sur ce qu'on appelle le cahier des charges, qui est un des objectifs principaux de notre phase 2. Donc, si je vous donne une petite vue d'ensemble, dans le cadre de mon cours, par exemple, de vie littéraire au Québec, j'ai voulu travailler la différenciation et la posture réflexive chez mes étudiants. Donc, j'ai activé tout au long de la session différentes questions via le forum du cours. Donc, habituellement,
Suite à des cours, on peut dire qu'il y a certains questionnements qui émergent et souvent, on va mettre une question à discuter. Ce que j'ai essayé de faire, c'est sur le même thème, de décliner la question par profil, donc de préciser une question pour les 4 profils qui composaient mon cours, soit linguistique, littérature, communication et enseignement. Donc, je précisais, je ne sais pas moi, par rapport à la langue québécoise, une question pour chacun des groupes. Par la suite, les étudiants n'étaient pas tenus de respecter leur profil. S'ils étaient attirés par d'autres questions, d'autres profils, c'était correct également. Mais je mettais quand même à leur disposition différentes questions comme ça et on s'est mis à bâtir une espèce de communauté d'apprentissage tout au long de la session où chacun pouvait apporter un apport à partir des cours qu'ils avaient eus et de leur domaine respectif. Donc, mon petit projet pilote s'intitule « Tenir compte de la réalité professionnelle des futurs enseignants, les activités d'apprentissage différenciées par profil d'études ». Denis Ramon et Mélodie Simard-Houd, pour leur part, dans leur cours de vie littéraire en France, ont travaillé notamment autour du portfolio, mais plus précisément ce qu'ils appellent des récits de lecture. Donc, leur projet s'appelle le portfolio de lecteur-lectrice pour allier lecture subjective et analytique. Dans le champ de la linguistique, Anne-Sophie Bally a travaillé à partir du journal de bord et de la posture réflexive. Son projet s'appelle « Apprivoiser la grammaire comme objet pluriel, approche de l'analyse grammaticale par le journal de bord ». Et finalement, Marie-Hélène, avec ses étudiants de didactique, leur a fait travailler différents réseaux littéraires qui gravitent notamment autour de l'œuvre de Michel Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle. Et son projet se nomme « Développer et structurer la culture des élèves, le réseau littéraire pour interpréter, comprendre et apprécier le texte ». Et c'est sur ce que j'en arrive à la conclusion, parce qu'on prévoit une première diffusion de ces résultats-là. On a envie de partager nos expériences et on est en train de mettre sur pied différents groupes de discussion, groupes de rencontres pour le mois de mai et d'août 2024, qui sera destiné en fait aux enseignants, aux professeurs du département de lettres et communication sociale. Alors, pour tous ceux et celles qui voudraient embarquer dans le projet avec nous et tester différents moyens, différentes approches pour mieux soutenir le développement de la compétence culturelle, ils vont pouvoir embarquer avec nous. Donc, c'est à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Donc, évidemment, j'invite les participants à lever la main s'il y a des questions, donc tant en comodal qu'en présentiel. Sinon, en fait, moi, il y a quelque chose qui pique ma curiosité, c'est par rapport justement à ces projets-là de lecture, combien, en fait, d'élèves, mettons, parce que évidemment, c'est des cours qui offrent autant, en fait, des élèves, autant au niveau de l'enseignement aussi français au secondaire qu'au niveau de la littérature, combien ont traversé, en fait, vers un autre champ? Pour mon dans projet des exercices, oui. Je dirais que c'était très, je m'attendais à ce que les gens restent extrêmement cloisonnés par profil, Oui. puis au contraire, au début, je me suis demandé, mais est-ce que mon projet tient la route? Après ça, je dis, c'est une double différenciation parce qu'on va stimuler les différents intérêts des élèves. Donc, ils se sont beaucoup promenés, mais au début, c'est quand les étudiants se contentaient de répondre à la question, ça s'arrêtait là, ils ne tenaient pas compte des commentaires aussi les uns des autres. Et là, tranquillement, je leur ai amené du matériel, des exemples. J'ai bâti aussi une grille sur les indices réflexifs. Je disais là, il faut aller un petit peu ailleurs, il faut se répondre, il faut essayer de collaborer ensemble. Et tranquillement, je dirais, vers la mi-session, ils se sont mis à passer d'un forum à l'autre pour aller compléter les réponses des autres. Donc là, j'atteignais un petit peu plus mon but là, avec mon idée de communauté d'apprentissage. Et là, je vous dirais qu'on se promenait, je voulais répondre à tel étudiant qui avait dit, et j'ai vu dans tel cours, et là, certains professeurs du département de lettres sont devenus des vedettes. Selon Anne-Sophie Bally en linguistique, et là, on s'est mis, et c'est un peu l'effet que je voulais provoquer, d'aller chercher dans leur cours, de ramener ça sur le forum, parce que ce qui se passe dans le cours de linguistique, les étudiants en enseignement ne sont pas nécessairement au courant. Ceux qui avaient une approche plus didactique venaient apporter ça aux étudiants de littérature. Donc, je te dirais, pour répondre à ta question, qu'au début, on s'est beaucoup promené et ils ne restent pas nécessairement cloisonnés. Par contre, pour les avoir questionnés, ils apprécient énormément le fait d'avoir une panoplie de questions et de pouvoir se promener comme ça d'un profil à l'autre, si on veut, d'un intérêt à l'autre.
Par contre, ça, c'est une des activités que j'ai fait, mais j'en ai fait une autre comme examen final. Je leur demande un exposé oral quand même très traditionnel, présenter un auteur, une autrice québécoise pendant 20 à 30 minutes. Et après ça, je leur demandais d'élaborer un atelier, soit un atelier littéraire ou un atelier tel qu'on pourrait le proposer au secondaire, par exemple. Et là, curieusement, on a vraiment, jusqu'à présent, respecté les champs respectifs, c'est-à-dire que les gens en littérature vont faire de la création littéraire, des cadavres exquis, des pastiches, des choses comme ça. Et les gens en enseignement, mais là, je travaillerais telle chose dans ma classe de secondaire 5. Il fallait rejoindre tel objectif de secondaire 3. Et là, ils sont restés un petit peu plus cloisonnés dans leurs différents profils. OK. Puis j'imagine les équipes aussi étaient beaucoup cloisonnées. Par profil, tout à fait. Donc ça aurait été peut-être une bonne idée de les mixer un petit peu. Aussi, ça serait une bonne idée d'obliger certaines choses par la suite, de jouer avec les contraintes. Tout à fait. Super. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Moi, j'aurais une question par rapport à... il y a un certain nombre d'activités qui ont été mentionnées comme étant des propices au développement de la compétence culturelle. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a une idée de l'impact? Est-ce qu'on sait si certaines de ces stratégies-là ont un impact plus grand, moins grand? Sur qui? Est-ce que dans le cas de certaines activités, l'impact se limite, par exemple, à telle catégorie d'étudiants, etc.? Est-ce que dans votre revue de littérature, est-ce qu'il y avait des indications de ce côté-là? Je n'ai pas porté mon attention là-dessus, mais ça serait un angle intéressant à dire pour sûr, mais ce n'est pas quelque chose, jusqu'à présent, on a sorti des moyens un peu plus larges et l'idée, c'est plus que l'enseignant lui-même se l'approprie d'une certaine façon. Donc, on présentait, c'était un peu sous forme de fiche comme ça, là, chaque moyen était présenté sous forme de fiche avec un peu la théorie sous-jacente, des exemples un peu plus concrets et une liste de sources à aller consulter. Et après ça, on peut bâtir ça, mettre ça à notre main, dire, moi, je vais l'étaler sur toute la session ou ça sera l'objet d'une activité, etc. Donc, tout le monde pouvait se l'approprier un peu comme il fait. Mais ce n'est pas un angle, mais c'est intéressant aussi. Mais en fait, si je peux compléter, on est parti avec les dimensions, les 8 dimensions. Donc, comment on fait pour la pensée critique? Bon, ben, on va aller vers des approches qui développent la posture réflexive, exactement. Mais pour répondre à ta question, dans le rapport de l'Université de Sherbrooke sur les passeurs culturels, ils ont documenté ça et les contacts avec la culture fait évoluer le rapport à la culture des étudiants. Chez ceux qui ont participé, qui sont allés, qui ont bénéficié ou qui ont pris l'occasion qui leur était offerte d'aller voir du théâtre, d'aller voir de la danse, d'aller voir le cirque et tout ça, ils ont observé une évolution du rapport à la culture de ces personnes-là. Et l'hypothèse de recherche, c'est que si on ajoute à ça une forme de médiation, donc on va plus loin que seulement le contact, bien là, on peut penser que ça décuple ensuite l'évolution, mais on parle ici du rapport à la culture. Et c'est ça qu'on veut travailler d'ailleurs. On veut des enseignants de français, mais des enseignants en général, qui ont un rapport positif, favorable, curieux à la culture, de sorte qu'ils continuent de se nourrir de ça, puis d'amener ça dans leur classe. Donc, c'est ça un peu la réponse que je donnerais à ce moment-ci, mais c'est clair qu'on prend ça en note parce que ça va nous prendre de toute façon. Par exemple, j'attirerais votre attention sur des éléments. Par exemple, on sait que dans le contenu culturel des journaux, la première carrière, on sait que dans le contenu culturel des journaux, par exemple, les lecteurs sont plus intéressés aux entrevues avec les auteurs, aux critiques, par exemple, et que ça a une incidence plus grande. Donc, peut-être que pour ce qui est de la compétence culturelle, le passage par les personnes permet l'accès aux œuvres de manière totalement contre-intuitive. Parce que, je sais pas, moi, l'école que je connaissais, c'est celle qui commençait par présenter les œuvres, puis après ça,
si ça se trouvait présenter à la personne. C'est pour ça que ces choses-là m'intéressent parce que je me dis, on a un peu de déconstruction à faire. Oui. C'est-à-dire que, il peut y avoir une résistance, puis il faut essayer de voir dans la recherche, parce que s'il y a des gens qui ont déjà en main des trucs pour déconstruire, c'est pour ça que je me dis, selon les clientèles, si on est dans une, je sais pas, dans une école, si tu es dans un musée pour cette chose-là est déjà plus enregistrée, en tout cas, je pense que c'est une piste. C'est une piste, parce que c'est super intéressant. Mais parce que je passe beaucoup par la littérature, hein. Il n'y avait pas d'argument ou c'est parce que j'ai pas vu pour les moyens? Oui, ben, dans vos activités, là, c'était avec la lecture de livres ou des présentations orales. Mais Les deux dernières, c'était vraiment les rencontres avec les gens, le fait qu'on les sorte. Donc, oui, ça pouvait très bien. oui. Des rencontres avec des C'est juste que dans ce qui a été mis à l'essai cet hiver, ça s'est pas passé, ça s'est retrouvé encore, mais c'est ça fait partie des stratégies. Parce que c'est ça, tu parles des passeurs culturels, que moi j'ai vécu en tant que j'ai cours là-bas. Tu sais, quand on les amenait au théâtre, tu sais, qu'on avait une médiation après la pièce, c'est sûr que. Pardon, je vais laisser la parole à Luc Drapeau. Pour le moment, on est dans les temps, c'est parfait, mais je vais vous présenter à l'instant, en fait, Luc Drapeau pendant qu'il se prépare. Donc, après avoir acquis un baccalauréat en études littéraires au début des années 2000 et acquis une expérience variée en communication et en journalisme culturel, Luc Drapeau a repris le chemin de l'université en s'inscrivant à une maîtrise en lettres axée sur la culture et le numérique à l'UQTR. Sous la direction de Hervé Guay, son projet de maîtrise a mené à la création de l'ATRES, un dispositif novateur destiné à centraliser les informations culturelles fragmentées sur Internet avec l'ambition de renforcer les liens communautaires et de revitaliser l'écosystème culturel local. Poursuivant sa quête d'impact sociétal à travers le prisme académique, Luc a entamé un doctorat en lettres en automne dernier, orientant ses recherches vers les enjeux contemporains de la numérisation, et sa thèse intitulée Résistance narrative face à la numérisation, intersection entre intelligence collective, intelligence artificielle et la quête du bien commun, se propose d'explorer comment les nouvelles technologies peuvent être harmonisées avec les dynamiques collectives pour façonner une société plus engagée et collaborative. Donc, on va. Bon, ben c'est ça. Ben, bonjour, je m'appelle Luc Drapeau. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon aperçu. Donc, Roxane a un peu parlé, donc je vais peut-être passer à la première vignette. Donc, depuis les années 90, l'ère numérique a promis une démocratisation de la musique avec des coûts réduits de distribution. Toutefois, la réalité a été moins radieuse, notamment pour les artistes québécois. En dépit des avantages économiques de cette révolution, leur rémunération reste précaire, prise dans les taux des géants du numérique. Donc, notre étude se divise en deux volets. La première explore les répercussions des technologies et le rôle des grandes plateformes. Le second propose une initiative qui valorise la créativité dans cet écosystème commercialisé appelé la tresse. Donc, dans le premier chapitre, on analyse la vie musicale numérique, ses acteurs et les nouveaux défis, en posant un regard critique sur le modèle économique actuel et en introduisant des alternatives. Donc, un examen du streaming musical révèle un paysage inégal où les plateformes dominent et les artistes peinent à capter une part équitable des revenus générés. Les efforts pour une distribution des gains plus juste se heurtent à la réalité économique. Des cas concrets au Québec illustrent cette disparité, où même des millions d'écoutes se traduisent par des revenus dérisoires pour les créateurs. Face aux critiques, des acteurs majeurs tels que Universal Music proposent des modèles de redistribution centrés sur l'artiste. Mais est-ce que c'est une réelle avancée pour l'artiste ou simplement une stratégie pour ces grandes multinationales? La tendance actuelle suggère un virage potentiel vers des contenus exempts de droits d'auteur, tels que la musique générée par l'intelligence artificielle et les podcasts. Ainsi, le soutien à la création artistique pourrait reposer de plus en plus sur l'engagement direct du public. Donc, les espaces publics deviennent le théâtre d'initiatives innovantes où le projet de loi C11 au Canada symbolise un élan pour intégrer les plateformes numériques vers la valorisation de la musique. Donc, mais face à ces défis du numérique, des organisations telles que l'ADIS s'efforcent d'aligner la gouvernance de l'industrie et de proposer des outils adaptés, tandis que les universités et la société civile, à travers des projets comme l'IRAC et l'ATIS,
œuvrent pour démocratiser l'accès aux données culturelles et enrichir le paysage des connaissances. Confrontés à une baisse de revenus, les artistes se tournent vers des avenues novatrices telles que les abonnements, les sociofinancements et les jetons MTF pour diversifier leurs sources de revenus. Cette tendance vers l'autonomie financière reflète la nécessité d'une implication directe du public dans le soutien à la création artistique. Le déclin des ventes, comme vous pouvez le voir depuis jusqu'à 2004, bon, ça a baissé beaucoup, puis, puis on a constaté une augmentation marginale des revenus des gens de la musique, ce qui pose la question de la duralité de leur métier à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, un débat s'impose sur l'équilibre entre l'innovation technologique et objectifs humains, incitant à une réflexion critique sur l'avenir de la musique dans notre société numérique. Ici, dans la deuxième partie, on va aborder cette section, les problèmes soulevés par le numérique. Le streaming, sous sa surface attrayante de millions de titres à portée de main, cache une réalité économique précaire pour les artistes. Le blogueur Ted Gioia critique les géants de la technologie qui bâtissent des empires sur la musique sans investir dans son écosystème. Ils appellent à une valorisation du rôle de la musique au-delà de la simple consommation, soulignant l'importance de l'accompagnement des artistes et du développement des nouveaux talents. La maxime du fondateur de Facebook, qui se traduit par « bouger vite et casser des choses, si vous ne bougez rien, c'est que vous n'allez pas assez vite », devient une métaphore de l'approche technologique qui menace de perturber les fondements culturels. C'est une invitation à une réflexion critique sur notre course à l'innovation qui souligne la nécessité de préserver notre patrimoine culturel au sein de l'écosystème numérique. L'innovation technologique doit être tempérée par une vision humaine. Il est temps de repenser collectivement nos méthodes pour garantir un avenir numérique enrichissant, fidèle à nos valeurs culturelles, respectant l'intégrité artistique. Dans cette section, on examine les méthodes de médiation collective, on cherche à redéfinir la musique au-delà du commerce pour restaurer sa valeur intrinsèque. Donc, des formes de médiation innovantes émergent, promouvant la musique dans toute sa complexité en soulignant la nécessité de penser collectivement à l'avenir de notre société. Elles aspirent à une transition où la musique et les relations humaines priment sur la technique. La tresse vise à entretenir le dialogue musical en mettant l'accent sur la valeur créative de la musique, en utilisant la métaphore d'une tresse sémantique évoquée par Louis-Jean Calvet, linguiste, qui entrelace mémoire collective et construction de sens. Bon, il y a deux objectifs pratiques à notre tresse. La tresse, ça aspire à devenir un espace de rencontre numérique permettant de transformer les dialogues épars en conversations orientées et constructives sur l'avenir de la musique québécoise. Elle se veut également un laboratoire vivant pour l'innovation et la co-création, où l'intelligence collective et la participation culturelle engendrent une transformation partagée de notre expérience et de notre utilisation du savoir technique. Pierre Lévy nous incite pour sa part à adopter une double perspective critique et visionnaire pour comprendre et influencer l'évolution numérique ainsi que pour préserver la place de la musique dans cette transformation. La richesse des concepts et théories abordés qui nous ont aidés pour cette étude illumine la complexité de notre écosystème. Il pose un cadre pour repenser notre interaction avec la musique à l'ère digitale. On aborde initialement les envoûtements médiatiques qui façonnent notre perception et notre attention. Pour briser cette emprise, il est essentiel de développer une conscience à la fois collective et individuelle afin de préserver l'authenticité de notre patrimoine musical et reconnaître l'importance d'établir une nouvelle littératie numérique. L'économie de l'attention et le capitalisme de surveillance, eux, commercialisent notre engagement, réduisant les expériences humaines à des données. La transition vers une écologie de l'attention est cruciale pour revaloriser la musique en tant que bien culturel et expérience enrichissante. L'écologie de l'attention promeut une expérience musicale attentive et consciente, mettant en avant l'engagement intellectuel et créatif de l'auditeur ainsi que la nécessité de créer des espaces protégés pour une réflexion et une création libre des intrusions technologiques. En regroupant ces concepts, on construit un cadre pour une industrie musicale plus résiliente et plus connectée à l'humain, en résistance contre les pratiques commerciales intrusives. Ce chapitre, le second chapitre, inaugure notre vision pour la tresse, qui établit un cadre pour les discussions à venir et soulignant notre ambition de renouveler l'écosystème musical par l'engagement actif et la création d'un réseau de savoir dynamique autour de la musique. L'amateur, loin d'être un simple consommateur, devient un pivot central dans notre réseau de savoir, jouant un rôle actif contre l'uniformisation
médiatique. De plus, en tissant des alliances stratégiques, nous cherchons à fusionner l'affectif avec le pragmatique pour un soutien réel de la musique émergente et une attention renouvelée à l'expérience musicale. La tresse critique dont on parlait qu'on s'inspire de Pierre Lévy à ce niveau-là, qui coïncide avec notre premier objectif pratique, déploie un forum numérique pour une littératie approfondie et un échange culturel vivant. Elle s'oppose à la simplification commerciale de la musique, éveillant à des conversations significatives et à la co-création citoyenne. C'est un écho à la démocratie culturelle, un espace de savoir partagé pour raisonner contre les récits dominants commerciaux. Nous avons conçu à cet effet un espace numérique interactif pour partager et critiquer la musique, contraint ainsi la banalisation médiatique et promouvant une critique constructiviste et un engagement éclairé envers la culture musicale. La plateforme projetcollectif.ca que nous avons identifiée pour remplir ce rôle stimule l'engagement civique et offre des outils pour co-créer, formant un lieu de convergence pour le savoir et la résistance culturelle. En tressant ensemble des fils de discours musicaux disparates, nous formons une tapisserie de connaissances qui sert de fondement à un dialogue culturel riche. Ce travail d'agrégation vise à valoriser les dimensions émotionnelles et artistiques de la musique, qui a une résonance au-delà de sa consommation marchande. Notre recherche centrée sur 2 fils de discussion, en particulier que vous voyez dans le haut de la vignette, sur les réseaux sociaux, a étudié la reconfiguration de la musique dans le dialogue numérique. Ces conversations ont mis en évidence les défis de l'éducation musicale, la diversité des spectacles, la réactivité du public face aux offres culturelles, les résistances aux normes établies et la formation d'un public averti pour s'orienter dans l'abondance culturelle. La tresse visionnaire, pour encore reprendre les arguments de Pierre Lévy, coïncide avec notre second objectif pratique. Ça propose un havre numérique pour l'imaginaire musical où l'on cultive l'autonomie et la créativité à l'écart de l'omniprésence technologique. Ce laboratoire virtuel est conçu pour stimuler un renouveau culturel offrant un contrepoint à la dématérialisation en encourageant une expérience musicale riche et humaine. Notre démarche de conception est bivalente. Elle combine le design thinking et le design critique pour déconstruire les dynamiques commerciales et repenser les systèmes existants. En créant des prototypes qui suscitent la réflexion et en adoptant une éthique de conception progressiste, nous visons à ouvrir la voie à des innovations radicales et éthiques dans l'espace musical numérique. Donc, l'exposition numérique dédiée à Leonard Cohen sert de prototype pour notre architecture, invitant le public à une immersion culturelle qui favorise l'interaction et la participation active. Cela s'aligne avec notre ambition de redéfinir l'expérience musicale en ligne en la rendant plus personnelle et significative. Donc, je vais peut-être éviter les 2 dernières. C'est un peu pour parler comment on pourrait adapter cette exposition-là pour la mettre pour nous donner des idées, disons. Donc, pour aller à la conclusion, c'est que la tresse appelle un nouvel équilibre dans l'écosystème musical numérique en mettant l'accent sur la répartition juste entre les artistes, les plateformes et les auditeurs. C'est un appel à embrasser une littératie numérique critique qui nous permet de comprendre et d'agir avec discernement au sein de l'économie de l'attention. Cela engage à promouvoir une consommation de la musique qui est à la fois consciente et critique, dépassant les narrations prédominantes, en reconnaissant le pouvoir persistant et saisissable de la musique, même à l'ère de sa dématérialisation. La tresse vise à tisser une relation plus profonde et plus authentique avec l'art musical qui résonne continuellement et forme un lien indélébile avec notre culture et notre identité, à l'image de cette phrase que vous voyez là en bas de Joseph Knox sur son essence insaisissable mais omniprésente. Donc, ça serait pas mal ça. Des questions maintenant. Merci, Luc. Donc, ben, en fait, je vais commencer. Je vais poser la glace des questions. Mais en fait, là, si je comprends bien, les gens ne sont pas non seulement amenés, en fait, à acheter ou, en fait, à encourager monétairement les artistes, mais également à rentrer en contact avec eux. Ben, en fait, c'est que là, c'est un peu rapide en 10 minutes de tout amener ça, mais c'est un peu, en fait, c'est d'une part, la tresse a deux volontés. C'est premièrement de pouvoir créer des forums où on puisse parler sur la musique, mais beaucoup les discussions qui sont omises. Parce que moi, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce prototype-là, c'est que je trouve sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, mais comment qu'on pourrait éparpiller, je veux dire, beaucoup d'informations, comment qu'on pourrait ramener ça pour effectivement peut-être rendre la conversation beaucoup plus claire sur les enjeux qu'on veut. Donc, à partir de là, on étudie beaucoup de fils
de conversation sur le net et tout pour aller voir qu'est-ce qui est omis dans toute cette affaire-là où, justement, c'est tout le temps la part marchande qui prend beaucoup plus d'espace et qu'est-ce que les vrais amateurs, mais en fait, les vrais amateurs, eux, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans? Qu'est-ce que la musique leur amène? Et c'est quoi les vrais enjeux, que ce soit l'éducation musicale au Québec et tout, que on a quelques articles dans les journaux, après ça disparaît, mais il y a pourtant des conversations là-dessus qui sont très probantes, qui sont intéressantes. Comment regrouper ça? Et d'une autre part, bien, dans une deuxième partie, qu'est-ce que j'appelle matrice visionnaire, c'est un peu comment, en créant un peu cette littératie numérique-là, en permettant ou en ouvrant un peu plus la discussion, puis en permettant aux gens de développer cette littératie numérique-là, comment, à partir de ça, on pourrait développer, peut-être offrir une réponse créative vraiment à cet envahissement un peu du numérique-là qui finalement est tout le temps là pour nous ramener la valeur marchande des choses. Comment arriver? En gros, c'est un peu ça, là. Donc, pour faire court. Luc, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu la question du désenvoûtement médiatique? Le désenvoûtement médiatique, en fait, c'est tout ce qui sont les incitations qu'on peut avoir sur Internet à aller sur un fil, puis à continuer, puis qui nous cachent, qu'on appelle les nudges aussi, qui vont nous cacher, qui nous amener certaines architectures de choix, mais on ne voit pas en dehors de ces choix-là. Donc, c'est un peu ça, les envoûtements médiatiques. En fait, c'est la manière la plus simple pour t'amener à consommer le produit, puis à aller chercher ça, mais tout le temps dans une logique marchande. Super. Oui, Camille, il y a une question? Mais dans cette logique d'envoûtement médiatique, comment faire la diffusion de cette plateforme-là, de la presse? Comment inciter les gens à consulter ce forum-là? Bien, premièrement, comme je l'ai dit tantôt, je trouve que à notre ère numérique, on est vraiment beaucoup dans le foisonnement des idées. Puis finalement, les gens, on arrive peu à faire que ces conversations-là soient pérennes, se continuent, reviennent tout le temps, repartent et tout. Donc, premièrement, c'est en espérant, c'est sûr que c'est prospectif, c'est en espérant que en créant un espace de discussion et tout, d'amener un certain intérêt à participer à ça et à pouvoir parler, parce qu'on entend tout un peu les gens parler on est tout le temps en train de consommer et tout, mais ce discours-là, le discours qui est cette fonction créative-là, il est où, puis comment l'animer? Bon, c'est sûr que ça ne vient pas comme ça, on en parle entre nous et tout, mais comment arriver à ce que ça ait un impact en dehors de ça, puis que ça puisse proposer une résistance à ces envoûtements-là ou à cette prépondérance de cet esprit marchand qui prend un peu tous les domaines de notre société. Ah, oui, Marie-Hélène. 3 secondes. Oui, Peut-être un autre petit minute? oui, pas de Ben, souci. en tout cas, merci pour la présentation ça me semble un projet très porteur si vous trouvez votre public. Puis moi, ben, comme mon public favori, ce sont les élèves, on y revient toujours. Je me disais, quelle belle plateforme pour poser des questions aux élèves, justement, dans l'idée d'une éducation culturelle. Par exemple, est-ce que la musique, est-ce que les chansons, est-ce que la musique, c'est une œuvre ou un produit? Donc, poser cette question-là, amener cette question-là dans une classe, hein, puis accompagner les élèves pour y répondre. Et les questions qui suivent ensuite, c'est, ben, d'accord, on dit, par exemple, que c'est une œuvre, ben, quelles sont les conséquences ou quelles sont mes responsabilités, moi, sur le plan de mes comportements, hein, si je considère que c'est une œuvre, mes comportements personnels, mais aussi mes comportements dans ma collectivité, par rapport à ma culture, à la langue que je parle, etc. Donc, j'y vois, parce que c'est toujours les lunettes, ce sont mes lunettes, qu'est-ce que vous voulez, je suis pognée avec, là. Mais tu sais, j'y vois tellement une portée éducative incroyable.
dans nos classes au secondaire, au cégep, à l'université pour poser des questions puis ouvrir les débats, ouvrir les discussions. Donc, beaucoup de potentiel, je pense, sur le plan pédagogique. Je ne sais Ah, pas pour mais, le reste. Puis sur le plan pédagogique, il y a certainement des retombées intéressantes. ben, je pense que totalement, parce qu'on est à cette ère-là. Puis là, il y a l'intelligence artificielle aussi. Là, on va Oui. beaucoup plus loin, mais c'est encore la même chose. Donc, c'est sûr qu'il faut. Il y a. Là, c'est sûr que je n'ai pas pu dire toutes mes sources dans ce petit PowerPoint-là en 10 minutes, là. Mais au niveau de la littératie, là, augmenter cette littératie-là pour être conscient de ce qui se passe devant nous, là, quand on est sur TikTok, puis on a un message aux 6 secondes, on est programmé à voir ça. C'était 30 secondes, là, ça descend à 6 parce qu'on se dit, on va créer ça, puis il y a un influx de dopamine. Là. Je vais dans d'autres choses là, présentement, mais on est tous là-dedans. Donc, il faut s'armer et avoir une résistance par rapport à ça parce que ça devient trop facile de se faire bombarder d'incitations et de ne pas avoir de réponse à ça, puis de continuer à observer l'écran sans avoir cette petite critique-là. Donc, oui, effectivement, moi, je trouve au niveau des élèves, j'ai d'ailleurs fait mon stage à la DISC aussi sur leur guide MQF qui servait à savoir les tendances et tout. C'est effectivement à partir de beaucoup, il y a beaucoup d'étudiants, certains étudiants, il y a eu un volet qui était axé sur les étudiants là-dedans. Et dans beaucoup d'études que j'ai lues aussi sur la musique, la numéromorphose et tout, c'était des publics étudiants et c'est là, je pense, le public le plus important. Il y a un public d'initiés, il y a les amateurs, puis quand je parle du côté noble de l'amateur, c'est l'amateur c'est que on peut rien, comme disait Erin Jetkin, je crois, c'est qu'on ne peut pas faire tout seul, donc il faut mobiliser un peu les connaissances de tout le monde pour arriver à quelque chose, pour combattre un peu ça. Donc, c'est un peu à partir de cette idée-là que il y en a qui sont déjà mobilisés, qui connaissent ça, mais il faut que ça se diffuse plus, puis d'une manière éducative où ça sera encore mieux. J'avais une question ou en tout cas une piste de réflexion. Est-ce que vous avez regardé les travaux de Audrey Laplante à l'École de bibliothéconomie? Elle s'intéresse à comment les jeunes cherchent la musique, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, puis tout, je ne sais pas si ça peut contribuer à votre réflexion. C'était ma co-directrice. Je vais vous avouer, ça me dit quelque chose, mais j'ai tellement lu. Oui, je comprends. On est là-dedans. Peut-être. Parce que la musique, il faut savoir, là, je ne veux pas trop prendre votre temps, là, mais présentement, mais de toute façon, tout, parce qu'on est à une rapidité incroyable. C'est qu'il tombe plein de choses, puis on n'a pas le temps d'étudier. C'est un problème essentiel aussi parce qu'on n'arrive pas à ralentir puis à comprendre les choses. Donc, pendant qu'on est en train d'étudier un truc, il en passe 1000 autres. Et c'est sûr qu'on devient quasiment obsolète 2 semaines après parce qu'il rentre tellement. J'ai été abonné au fil sur la disque, toute l'information dans le monde et ça pouvait me prendre une journée de tout analyser ce qui sortait dans ce qui sort chaque semaine. Ça peut me prendre 2, 3 jours. Donc, il suffit qu'on lâche ça 2, 3 jours, puis on est déjà ailleurs. Puis il y a tellement de trucs. Je parlais des modèles d'affaires aussi, mais c'est parce que admettons, un utilisateur crée un modèle d'affaires, crée de quoi de nouveau, mais tout de suite, c'est pris par une grande bannière qui va l'amener, puis ça va tellement vite que les artistes ne se retrouvent pas. Puis, comme dans tout domaine, on finit par. C'est nous qui allons. Les artistes. En tout cas, bref, c'est que finalement, c'est tout le temps à nous, les consommateurs, qui va consommer tout le temps plus. Mais c'est sur les comportements informationnels. Tu sais, les comportements informationnels sont quand même très documentés en bibliothéconomie, comment on consomme. Puis elle, comme elle s'intéresse à la musique, je me disais que ça pouvait être une avenue pour voir comment ça fonctionne. Peut-être pas, là. C'était une suggestion. C'est juste que j'ai pensé à ça. Ah non, mais vous savez, c'est parce que en même temps, c'est ça qui est un peu désolant, c'est parce qu'il y a une armée qui fonctionne, qui développe plein de choses chaque semaine, qui sortent beaucoup de trucs. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout voir ça. C'est désolant. Il y a beaucoup de gens qui sont au service de ça. Puis moi, c'est un peu ce qui me désole parce que le travail est là. Ce ne serait pas comme dire, ah ben, il n'y a rien de fait là-dessus, on est en train de découvrir de quoi, puis il n'y a rien de fait là-dessus. Il y a beaucoup de trucs, c'est juste qu'ils ne sont pas visibles. Puis on ne voit pas beaucoup tous ces efforts-là qui sont faits dans le domaine public, dans le domaine académique et tout.
Ben, merci beaucoup, Luc. Donc, la conférence arrive à sa fin, en fait. Donc, je remercie de prime abord, en fait, les trois conférenciers, conférencières qui nous ont présenté leur projet de recherche aujourd'hui. Je remercie également, en fait, tous les gens qui se sont déplacés, tant en comodal, tant en présentiel qu'en Zoom. Et particulièrement, un très grand merci à Charlotte Samin, Vicky Montembeault et Luc Drapeau pour leur présence aujourd'hui. Donc, merci infiniment à tous et bonne main d'applaudissements pour nos invités.